Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire national ACTO dédié à l'activité partielle et au FNE formation renforcée. Donc ce webinaire qui est la compilation et la dernière mise à jour des informations recueillies auprès de la DGEFP sur l'évolution de ces dispositifs fait également constitue la suite des 18 webinaires que nous avons organisés avec les entreprises dans toutes les régions de France. Et donc ce webinaire est animé aujourd'hui par trois personnes qui vont se présenter l'une après l'autre. Amaya, je te propose de te présenter. Bonjour, moi je suis Amaya Georges, responsable juridique et conseil RH pour le réseau Intergro chez Acto. Voilà. Emmanuel. Bonjour, donc Emmanuel Jeannot, je suis délégué interrégional pour le réseau FAFTT en Île-de-France et donc en charge de mettre en œuvre le FNE sur cette région. Et Jean-Marie Glowacki, donc moi je suis en charge du pilotage de ce FNE formation au titre d'Acto et également en charge de la gestion des cofinancements publics pour le réseau FAFTT au sein d'Acto. Eh bien, je vais vous proposer de démarrer cette présentation avec les premières slides de notre présentation de notre support. Donc, avec une organisation d'un webinaire qui s'organise en 3 temps, avec une présentation de l'activité partielle dans ce contexte du Covid, le FNE formation renforcée et puis un point sur la mise en œuvre opérationnelle pour vous, entreprises et clients. Amaya, je te laisse intervenir sur l'activité partielle. Oui, alors nous avons souhaité commencer par faire un point sur les évolutions de l'activité partielle, dispositif qui a été profondément réformé pour faire face à la situation de crise sanitaire que vous connaissez tous, puisque le FNE formation renforcé s'intègre dans ce contexte d'activité partielle. Donc, il nous paraissait nécessaire au préalable de faire part des principales évolutions. Donc, l'activité partielle, vous connaissez le principe. Ça permet d'éviter les licenciements économiques. C'est un dispositif d'aide publique qui est mis en œuvre pour que les entreprises qui subissent des difficultés majeures, notamment sur le plan économique, là en l'occurrence difficultés économiques causées par la crise sanitaire avec la fermeture des entreprises, en tout cas dans certains secteurs, le principe de l'activité partielle, c'est de suspendre les contrats de travail et de ne pas les rompre et de permettre à l'employeur de percevoir une subvention de l'État qui couvre une indemnité versée aux salariés. Donc, l'employeur met ses salariés en activité partielle dans 2 cas de figure en général, soit puisque tout ou partie d'un de ces établissements ferme. Donc là, ça a été le cas notamment de la branche hôtellerie-restauration, même des organismes de formation qui étaient contraints de ne plus accueillir de public du tout pendant 2 mois. Donc là, effectivement, on ferme l'entreprise, l'activité s'arrête, le travail n'est plus là. Donc, ce dispositif d'activité partielle permet de sauver les emplois. Et il y a un deuxième cas de figure, ce sont les situations où l'employeur, sans stopper son activité, doit réduire l'horaire de travail, c'est-à-dire qu'il a encore de l'activité, mais moins que d'habitude. Donc là, encore une fois, plutôt que de rentrer dans des difficultés économiques et sociales majeures, cette activité partielle permet de suspendre la relation contractuelle employeur-salarié, évidemment la prise en charge des rémunérations habituellement versées aux salariés, le temps que la crise passe. Et l'activité partielle a vocation à prendre fin dans un délai, on va dire, court à moyen. Et le pari, c'est de se dire qu'après cette période d'activité partielle, l'activité de l'entreprise repart comme auparavant.
Il existe plusieurs types de motifs pour recourir à l'activité partielle et c'est assez intéressant de connaître le motif qui est requis pour le placement en activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons. Donc, c'est toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Ça a son intérêt, pourquoi? Puisque toutes les mesures d'assouplissement du recours à l'activité partielle sont ciblées sur ce motif-là, évidemment. Donc là, l'État a voulu réformer de façon importante l'activité partielle pour faire face de façon très, très importante et pour aider les entreprises de façon majeure à faire face, tout en sauvegardant les emplois, aux difficultés causées par la crise. Donc, on l'a dit, l'activité partielle, donc la relation contractuelle employeur-salarié se suspend, donc les contrats de travail ne sont pas rompus. Donc, le lien de subordination employeur-salarié est également suspendu. Là aussi, les effets de la suspension du contrat de travail entraînent des impacts en matière de formation professionnelle. C'est une des raisons qui pourra expliquer qu'il est nécessaire de solliciter l'accord du salarié pour se former pendant l'activité partielle. À titre d'exemple, on y reviendra un petit peu plus tard. Sur le principe, donc le salarié, son contrat de travail est suspendu, donc il ne perçoit plus de rémunération. Il perçoit à la place une indemnité d'activité partielle qui équivaut à peu près à la rémunération habituelle. On verra le détail aussi, c'est à peu près 84% de sa rémunération nette, donc le temps du placement en activité partielle. Donc ça, c'est l'employeur qui lui verse cette indemnité. Et ensuite, l'employeur perçoit le remboursement par l'État, précisément l'Agence de services et de paiement. Donc, c'est une allocation. Donc, la terminologie a son importance également. L'employeur verse une indemnité et il perçoit ensuite une allocation d'activité partielle. Par rapport à ce contexte exceptionnel et à toutes les mesures qui ont été mises en œuvre, y compris sur le plan réglementaire pour faciliter l'accès à l'activité partielle, il est assez notable de souligner que habituellement l'activité partielle est considérée comme une mesure collective, mais que depuis quelques semaines, il est également possible de placer en activité partielle des salariés, donc de façon individuelle. Là aussi, la précision a, semble-t-il, pour moi en tout cas, son importance pour la suite. Pour que vous preniez la mesure des évolutions de l'activité partielle, il nous paraissait assez intéressant de poser le cadre commun, les dispositions antérieures et de lister les principaux assouplissements qui sont mis en œuvre là de façon contemporaine dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Donc, normalement, l'entreprise devait effectuer au préalable une demande à l'administration de placement de ses salariés en activité partielle. Au titre des mesures à caractère exceptionnel, donc l'employeur, il peut procéder au placement de ses salariés en activité partielle et solliciter ensuite la directe pour obtenir une autorisation de placement en activité partielle de ses salariés. Il a 30 jours pour le faire. Ce délai de 30 jours a d'ailleurs été allongé jusqu'au 30 avril pour couvrir les mois de mars et avril 2020. Donc là, c'est un assouplissement très important. Également, dans le régime de droit commun, il convient de consulter le CSE, le Comité social économique, en amont, avant d'effectuer une demande d'activité partielle. À présent, dans le contexte que nous connaissons actuellement, l'employeur, il a 2 mois pour consulter son CSE, sachant que en plus, l'État a communiqué sur le fait que les contrôles ne porteraient pas particulièrement sur le respect de cette obligation de consultation dans le cas où les entreprises n'auraient pas de CSE. Évidemment, on y viendra un petit peu plus tard. Donc là aussi, l'employeur n'a pas besoin de solliciter une consultation de façon préalable. Il peut, vu l'urgence de la situation, initier des démarches de mise en place de l'activité partielle
et informer, consulter son CSE après. Dans le cadre de droit commun, la durée maximale de l'autorisation d'activité partielle, elle est de 6 mois. Dans ce contexte-là, elle est de 12 mois. Ça veut dire que l'activité partielle mise en place dans le contexte Covid-19 a démarré en mars 2020. Donc, potentiellement, l'entreprise pourra bénéficier de ce régime d'exception jusqu'en mars 2021. Donc là, c'est un doublement de la durée de placement en activité partielle. C'est vrai que c'est une mesure qui a vocation à être temporaire. On va dire que la temporalité est un petit peu allongée, tant les effets attendus peuvent mettre du temps à se résorber. Le nombre d'heures indemnisables était, en tout cas pour les autres motifs de placement en activité partielle et de façon habituelle, de 1000 heures par an. Il est passé à 1607 heures par salarié. Donc, si on fait le calcul en équivalent temps plein pour un salarié qui travaille aux 35 heures, on arrive à 10 mois. Voilà, donc un salarié peut être placé en continu pendant 10 mois en activité partielle et ainsi percevoir une indemnité qui est très proche de sa rémunération antérieure. Donc là, vous le voyez, c'est un système extrêmement protecteur mis en place par l'État français pour sauvegarder les emplois. Un petit peu coûteux également, mais en tout cas très protecteur. Habituellement, l'employeur, on l'a vu, effectue sa demande préalable à l'administration qui a 15 jours pour accepter ou refuser. Là, vu la situation tout à fait exceptionnelle, l'administration a 48 heures pour rendre sa décision et à défaut de retour, la décision est considérée comme étant acceptée. Voilà, donc là, c'est également un assouplissement très significatif qui va perdurer jusqu'au 31 décembre 2020. Le montant de l'allocation versée à l'employeur, c'est un montant qui est équivalent à 85% de l'indemnité, lui, qu'il verse au salarié. C'est-à-dire que l'employeur verse à son salarié une indemnité d'activité partielle qui correspond à 70% de la rémunération brute du salarié. Donc, on l'a dit, ça correspond à 84% de sa rémunération nette. Nous le verrons tout à l'heure. Il y a la possibilité également d'octroyer une indemnité d'activité partielle d'un montant supérieur. 70% de la rémunération brute, sachant qu'il y a un minimum, c'est 8,03 € par heure, ce qui correspond à 70% du SMIC horaire. Voilà, et alors, jusqu'à la fin du mois de mai, il percevait donc un remboursement par l'État, par l'ASP, une allocation d'activité partielle d'un montant équivalent à ce minimum-là, c'est-à-dire 70% de la rémunération antérieure du salarié. Là, on est plutôt autour de 60% depuis le 1er juin. La subvention de l'État a été légèrement réduite à partir de ce début de mois. Nous y reviendrons plus tard également. Autre évolution qui montre vraiment cette volonté de privilégier absolument le recours à l'activité partielle plutôt que les ruptures de contrat, notamment pour licenciement économique, c'est la possibilité de placer les salariés au forfait, notamment les cadres également en activité partielle, pour les mêmes motifs que les salariés qui occupent d'autres catégories socio-professionnelles. Jusqu'à présent, seul le placement des salariés motivés par la fermeture de toute ou partie d'un établissement pouvait s'opérer. Aujourd'hui, une simple réduction de l'horaire de travail peut justifier le recours à l'activité partielle pour ces salariés-là. Je vous ai indiqué que l'employeur versait un montant minimal de 70% de la rémunération à chacun de ses salariés. Ce montant n'est pas applicable aux salariés en alternance. Donc, certains d'entre vous connaissent le système des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage. Il faut savoir que la majorité des personnes recrutées sur ce type de contrat en alternance sont des jeunes
et qu'ils perçoivent une rémunération habituelle qui est fixée en deçà du SMIC. C'est un pourcentage du SMIC. Certains perçoivent 65% du SMIC, 80% du SMIC, etc. Donc là, ça a été vraiment précisé. Les alternants continuent à percevoir une indemnité d'activité partielle qui équivaut à leur rémunération antérieure. Voilà, donc ça va concerner l'immense majorité des alternants qui perçoivent habituellement une rémunération établie en pourcentage du SMIC. Pour les alternants, notamment peut-être les plus expérimentés, qui perçoivent habituellement une rémunération égale ou supérieure au SMIC, là on applique le régime de droit commun avec ce versement par l'employeur d'une indemnité à hauteur de 70% de la rémunération brute. Amaya, j'ai quelques questions. Est-ce que l'indemnité d'activité partielle est assujettie à cotisation sociale? Alors, non. L'indemnité d'activité partielle n'est pas assujettie à cotisation sociale dans la limite de 3,15 SMIC. Donc là encore, c'est un élément incitatif pour les entreprises au recours. Ça incite vraiment le recours à l'activité partielle. Et au-delà de 3,15 SMIC, oui. Donc les indemnités d'activité partielle sont exonérées de cotisation sociale, mais restent soumises à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5%. D'accord. J'ai également d'autres questions. Concernant donc le CSE, est-ce que les entreprises de plus de 50 salariés doivent solliciter l'avis de leur CSE sur la demande d'autorisation d'activité partielle? Alors oui, on l'a vu tout à l'heure. Et on a vu également qu'étant donné la situation exceptionnelle causée par l'épidémie de Covid-19, l'avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande d'autorisation partielle. L'employeur doit recueillir l'avis du CSE dans un délai de 2 mois à compter de la demande. J'aurais envie d'ajouter que les entreprises de plus de 50 salariés doivent solliciter l'avis du CSE, mais d'une façon plus générale, les entreprises de plus de 11 salariés doivent consulter pour avis leur CSE également. Voilà, donc juste pour préciser un petit peu le contexte, il faut consulter le CSE sur les motifs de recours à l'activité partielle, les catégories socio-professionnelles et les activités concernées, les niveaux et critères de mise en œuvre des réductions d'horaires, et éventuellement les actions de formation qui seraient envisagées. Alors, toutes les entreprises n'ont pas forcément de représentants du personnel. Si elles n'en ont pas, elles doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en place de l'activité partielle dans leur établissement. Donc, ça paraît un petit peu évident. D'accord, merci. C'était important d'apporter la précision. Est-ce que tu peux revenir sur le montant de l'indemnité d'activité partielle, s'il te plaît? Oui, le montant de l'indemnité d'activité partielle, c'est 70% de la rémunération brute du salarié, soit 84% de la rémunération nette, voire au-delà, en cas de décision unilatérale de l'employeur. Éventuellement, mais c'est assez rare, également en présence d'une disposition conventionnelle de branche ou d'entreprise qui serait plus favorable. Et on rappelle que le montant minimal de l'indemnité horaire d'activité partielle versée aux salariés est de 8,03 €. D'accord. Tu nous as dit également que l'indemnité, si j'ai bien compris, elle est revue à la baisse à partir du 1er juin. Est-ce que tu peux là aussi apporter quelques précisions? Alors, là encore, il y a parfois une petite confusion qui est faite. Ce n'est pas le montant de l'indemnité donc versée par l'employeur qui est revu à la baisse, c'est le montant de l'allocation qui est reversé à l'entreprise par l'État. Donc, l'indemnité d'activité partielle, elle reste inchangée, 70% de la rémunération brute sans être inférieure au SMIC, on l'a déjà dit. Par contre, la prise en charge de cette indemnité par l'État et l'UNEDIC évolue à la baisse. Donc, elle s'effectue à hauteur de 85% de l'indemnité versée aux salariés par l'entreprise, et non plus 100%, dans la limite inchangée de 4,5 SMIC. En gros, à partir du 1er juin, les entreprises sont remboursées à hauteur de 60% du salaire brut, et non plus 70%. Il y a des exceptions, certains secteurs, notamment ceux qui font l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières,
continueront à bénéficier d'une allocation d'activité partielle versée par l'État qui couvre 100% de l'indemnité d'activité partielle. Donc là, on attend un décret qui listera les activités concernées. D'accord, donc on aura une mise à jour prochainement sur ce sujet. Et puis, dernière question, tu as cité le cas spécifique des contrats en alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Est-ce que là aussi, tu peux revenir dessus, s'il te plaît? Oui, les alternants qui sont habituellement rémunérés à hauteur du SMIC ou au-delà du SMIC, ils perçoivent une indemnité d'activité partielle de droit commun, 70% de la rémunération brute avec un montant minimal de 8,03 € par heure chômée. Et les alternants, donc salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui sont habituellement rémunérés à un taux inférieur au SMIC, ils perçoivent de la part de leur employeur une indemnité d'activité partielle équivalente à leur rémunération antérieure. Donc ça peut être éventuellement 65% du SMIC, pourquoi pas, par exemple. D'accord, merci Amaya. De rien. Alors, nous allons reprendre le cours de notre présentation sur le volet du FNE qui nous intéresse tous et notamment sur des larges modifications qui sont intervenues sur le dispositif à l'occasion donc de la crise sanitaire. Donc, je poursuis maintenant qu'on a posé le cadre des évolutions de l'activité partielle. On va rentrer dans le vif du sujet. Le FNE Formation, là aussi, c'est un dispositif qui existait déjà, qui a été profondément réformé et assoupli pour, encore une fois, que les entreprises s'en saisissent très facilement et y recourent en masse. Donc, le FNE Formation, on va l'appeler dans ce contexte-là le FNE Formation renforcé, parce que vous allez le voir, il comprend un certain nombre d'évolutions par rapport au système de droit commun qui subsiste. Le FNE Formation, il n'est pas réformé dans son entièreté. On a le FNE Formation de droit commun et on a le FNE Formation renforcé qui est vraiment destiné à couvrir la situation des entreprises qui sont fortement impactées par cette épidémie Covid-19. Donc, le FNE Formation renforcé, il existe depuis finalement peu de temps, puisque le démarrage officiel dans la pratique de ce dispositif a été daté au 14 avril 2020, puisque c'est une instruction du ministère du Travail du 9 avril qui a vraiment posé le cadre du dispositif. Donc, vous comptez quelques jours, le temps que la publicité soit faite. Donc, depuis mi-avril, les OPCO, dont Acto, peuvent monter des dossiers pour effectuer des demandes de financement au titre du FNE Formation renforcée. Le principal intérêt, la principale caractéristique du FNE Formation renforcée, c'est qu'il va financer à 100% les formations qui sont mises en œuvre, notamment pendant l'activité partielle, et à compter du 1er mars 2020 pour les salariés en activité partielle. On va y revenir plus tard. Donc, les entreprises ont la possibilité d'adresser à Acto des demandes de financement au titre du FNE Formation renforcée depuis le 1er mars. Donc, il y aura une prise en charge rétroactive qui sera possible. Donc, voilà, 100% de financement, c'est une subvention, un dispositif d'aide publique assez rare dans l'intensité du financement. Voilà, on a régulièrement des projets, Jean-Marie pourra vous confirmer, de cofinancement avec l'État. On n'est pas toujours, voire assez rarement, sur un taux de financement de 100%. Donc là aussi, ça souligne une volonté très forte de l'État de favoriser le recours au FNE Formation. Finalement, les objectifs sont de se dire que l'activité partielle, forcément, elle est subie. La crise sanitaire, elle a un caractère extérieur à la volonté des entreprises, des salariés. C'est de se dire que de cette situation subie, ça peut être intéressant d'en profiter pour se former, pour développer ses compétences. Normalement, les salariés placés en activité partielle, vous le savez, ne travaillent pas.
Donc, ils ont plus de temps que lorsqu'ils sont en activité à leur poste de travail pour suivre des actions de formation, de VAE ou de bilan de compétences. Donc, c'est un pari de l'État qui met vraiment les moyens à la hauteur de ses ambitions. Là, on part sur une enveloppe budgétaire de plus de 500 millions d'euros qui doit inciter les entreprises à investir massivement dans la formation. Donc là, une petite maxime qui est assez régulièrement répétée, notamment par notre ministre du Travail, c'est permettre aux entreprises de former plutôt que de licencier. C'est relativement clair dans la formulation. Voilà donc les principaux principes et objectifs du FNE Formation renforcée. Donc là, je vais procéder de la même façon que lorsque je vous ai présenté l'activité partielle. Ça nous paraissait intéressant de pointer les évolutions. Donc, dans le droit commun, le FNE Formation, il n'est pas compatible avec l'activité partielle. C'est-à-dire que les entreprises qui se retrouvent obligées de recourir à l'activité partielle pour d'autres motifs que celui que nous connaissons actuellement, dans d'autres circonstances, puisqu'il peut exister plein d'autres circonstances qui font que les entreprises connaissent une difficulté temporaire. Donc, habituellement, soit les entreprises, elles maintenaient les salariés en poste et elles pouvaient bénéficier de financement au titre du FNE Formation, soit elles bénéficiaient de l'activité partielle. Et si jamais les salariés étaient formés pendant l'activité partielle, il y avait un financement de droit commun par les OPCO, donc par ACTO, de façon classique. Là, c'est un changement de paradigme majeur. C'est-à-dire que le FNE Formation, non seulement il est compatible avec l'activité partielle, mais il est intégralement lié et conditionné par le recours à l'activité partielle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas recours à l'activité partielle ne peut pas bénéficier de financement au titre du FNE Formation renforcé. D'accord? Donc là, c'est vraiment un changement très important. Autre évolution, pour encore une fois faire part de l'élargissement et de l'assouplissement du recours au FNE Formation. Toutes les entreprises qui ont recours à l'activité partielle peuvent bénéficier de financement au titre du FNE Formation renforcé. Là encore, c'est une évolution assez significative et c'est finalement assez rare que dans les dispositifs d'aide publique, de la sorte, il n'y ait pas de priorité spécifiquement ciblée pour les PME ou les petites entreprises. Non, vraiment, toute entreprise qui a recours à l'activité partielle peut bénéficier de FNE Formation, même les grandes entreprises, même les groupes, etc. Autre évolution qui va aussi enlever un verrou chez les entreprises, chez les employeurs pour recourir au FNE Formation. Le maintien dans l'emploi, dans les autres circonstances, auparavant, dans le droit commun, il devait être d'une certaine durée, au moins 6 mois, voire plus de 6 mois. C'est-à-dire que l'entreprise, elle bénéficiait d'un financement au titre du FNE Formation, mais en retour, elle s'engageait à ne pas licencier le salarié pendant 6 mois, 12 mois. Donc, ça pouvait représenter un frein pour certaines entreprises qui avaient par nature des difficultés économiques, de se dire ça m'intéresserait vraiment de mettre en place ces formations, de percevoir le financement, mais je n'ai pas assez de visibilité pour m'engager sur 6 mois ou sur 1 an vis-à-vis de salariés à ce poste de travail-là. Donc là, cette limitation, ce verrou a sauté, puisque finalement, l'employeur, il a simplement l'obligation de maintenir dans l'emploi les salariés pendant l'activité partielle, ça c'est évident, et également pendant la durée de la formation. Donc, il n'y a pas d'obligation supplémentaire. C'est-à-dire que si la formation, elle dure 2 mois, l'employeur, il va évidemment s'engager à maintenir le salarié dans l'emploi, ne pas le licencier pendant les 2 mois de la durée de la formation. Voilà. Et après, en fonction de l'évolution de la situation économique, il recouvre toutes les possibilités habituelles pour faire évoluer les contrats de travail. Alors, Amaya, si je peux rebondir sur cette intervention-là, sur le maintien d'emploi et sur la durée de l'activité partielle. Donc, nous sommes bien d'accord que en fait, l'autorisation d'activité partielle, qui est formulée par la Directe, permet jusqu'à la date de fin de cette activité partielle de former les salariés relevant de l'activité partielle ou hors activité partielle. C'est un point important, hein. Cette date d'activité partielle qui peut être prolongée aussi
auprès de la directe est vraiment le cadre d'intervention et de mobilisation de ce FNE formation renforcée. Donc, un point de vigilance pour vous, entreprises, sur la construction de vos plans de formation dans ce cadre-là, et notamment sur les plannings et les fins de formation. Elles doivent s'inscrire et correspondre à la date limite de l'autorisation partielle qui vous a été accordée par la directe. Tout à fait, merci Jean-Marie pour la précision. Donc les salariés concernés, là aussi, dans le cadre de droit commun, était privilégié le financement des formations délivrées à des salariés considérés comme les plus exposés à la perte de leur emploi. Là, aujourd'hui, dans le cadre du FNE formation renforcée, il n'y a aucune préférence. Tous les salariés placés en activité partielle, sauf les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, peuvent bénéficier d'un financement de leur formation dans ce cadre. Voilà, même les dirigeants peuvent se voir bénéficier de formations financées au titre du FNE formation si ces dirigeants sont salariés. Donc, les contrats courts, les CDD, les intérimaires, les contrats uniques en insertion, voilà, tout salarié d'une entreprise placé en activité partielle peut bénéficier du FNE formation. Et également, tout salarié qui ne serait pas placé en activité partielle, mais dont l'entreprise aurait recours à l'activité partielle, donc serait couverte par l'autorisation d'activité partielle que vient de rappeler Jean-Marie, pourront également bénéficier de financement dans ce cadre-là. Avant, le contrat de travail n'était pas suspendu, puisque, rappelez-vous, on a dit que l'entreprise, soit elle bénéficiait d'activité partielle, soit du FNE formation renforcée. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Donc là, le contrat de travail, il est suspendu pendant la période d'activité partielle et le FNE formation renforcée vise prioritairement les salariés placés en activité partielle. Pour les salariés qui ne seraient pas placés en activité partielle, mais qui seraient formés et dont la formation serait financée par le FNE formation renforcée, la formation peut se mettre en place soit pendant le temps de travail effectif, soit en dehors du temps de travail. Donc là, en cas de demande de financement mixte. Bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Les formations éligibles, là encore, grand assouplissement du FNE formation avec ces évolutions pour faire face à la crise sanitaire Covid-19. Toutes les formations, quasiment, formations professionnelles sont éligibles au FNE formation renforcée. Il existe quelques cas d'exclusion. Ce sont les formations internes. Donc, le FNE formation renforcée sert à financer des formations externes, c'est-à-dire délivrées par un organisme de formation externe à l'entreprise, organisme de formation par ailleurs en règle. Les formations en alternance sont également exclues de ce financement-là, puisqu'elles sont déjà financées par Acto au titre de la section alternance. Donc, voilà. Et les formations peuvent être indifféremment aujourd'hui mises en œuvre, soit à distance, soit en présentiel. Et il y a un dernier cas d'exclusion qui existe, et je vais laisser la parole à Jean-Marie. Oui. C'est les formations obligatoires à la sécurité. Donc là, il va vous en toucher 2 mots. Oui, donc sur ce cas qui intéresse et qui qui génère beaucoup de questions de votre part, nous avons plusieurs cas de figure. Nous avons le cas des formations qui renvoient à un renouvellement d'une habilitation ou d'une certification individuelle. Et dans ce cadre-là, nous nous situons donc dans une formation qui reste éligible au FNE formation. Mais la DGEFP a précisé la liste des formations initiales qui ne relevaient pas du cadre de l'éligibilité au FNE formation, dont vous trouvez la liste. Donc sur les formations à HACCP, voilà, des formations sur les gestes et postures, sur les SST. Donc voilà, ce cadre a été reprécisé très récemment par la DGEFP et donc est un cadre que l'on va appliquer dès à présent sur les formations, en tout cas sur les sollicitations qui seront les vôtres, avec un point particulier concernant les CACES, parce que les formations CACES sont des éléments qui sont très sollicités par les entreprises
et il s'avère que certaines directs autorisent les formations initiales au CACES. Et pour ce cadre, comme ça relève vraiment de décisions régionales de certaines directs, je vous invite fortement à contacter votre conseiller formation afin d'exposer votre projet de formation sur les CACES et de vérifier l'éligibilité de cette prise en charge au niveau régional. Donc c'est un point qui est un peu plus complexe et qui renvoie à des traitements, voire à des arbitrages au cas par cas formulés par certaines des directs. Eh bien, sur ce point, ben, on va rebasculer sur les phases de questions-réponses. Merci Amaya pour cette deuxième partie. Emmanuel, je te laisse reprendre la main sur les questions posées par nos adhérents. Effectivement, j'ai quelques questions. On n'a pas parlé, sauf erreur de ma part, des gérants salariés. Est-ce qu'ils ont accès à l'activité partielle? Oui, je te confirme, Emmanuel, les gérants salariés y ont accès de par leur qualité de salarié. D'accord, et donc à ce titre, peut-il bénéficier d'une formation dans le cadre du FNE? Exactement. Tout salarié pouvant accéder à l'activité partielle est éligible au FNE formation, dont les gérants salariés. D'accord, donc c'est le statut salarié qui l'emporte. Exactement. Parmi les autres questions, cette fois-ci, je pense avoir la réponse, mais quand même, je souhaite me le faire repréciser. Les dirigeants non salariés sont exclus du cadre du FNE. Exactement. Voilà, c'est le statut de salarié qui l'emporte, donc non salarié ne permet pas d'accéder à l'activité partielle et au FNE formation. D'accord. Concernant l'activité partielle, est-ce qu'il y a à prendre en compte le niveau d'activité partielle? Je m'explique. Est-ce que le FNE formation vise seulement les salariés qui sont en activité partielle totale, ou est-ce que des salariés qui seraient en partie en activité partielle sont également éligibles au FNE? Alors, c'est vrai que le terme d'activité partielle peut être un peu trompeur ou un peu compliqué l'explication, mais tu l'as bien détaillé. Tout salarié accédant au dispositif de l'activité partielle, que ce soit à 100% ou sur une quotité moindre de son travail, a accès au FNE formation sans caractère discriminant. Donc ça, c'est ouvert à tout salarié ayant accès à ce dispositif. D'accord. Et donc, quid des salariés qui ne sont pas en activité partielle, mais dans une entreprise qui a déclaré l'activité partielle? Alors, donc, c'est bien le point à rappeler. Donc, pour les entreprises qui sont bénéficiaires d'une autorisation d'activité partielle, donc le cas de ces salariés qui, eux, ne sont pas touchés par l'activité partielle, depuis le 2 juin, ont accès au FNE formation. Donc ça, dans le question-réponse qui est publié par la DGEFP, est évoqué le cadre des conventions mixtes ou des formations mixtes. Donc c'est dans le cadre où l'entreprise souhaite également faire bénéficier de ce FNE formation à des salariés qui ne sont pas touchés par l'activité partielle. Donc ce cadre est ouvert et il est ouvert sans date limite, sans date butoir, donc jusqu'à la fin d'autorisation d'activité partielle attribuée par la directe à l'entreprise. D'accord, donc ça par contre c'est le point de vigilance, c'est la durée de l'activité partielle de l'entreprise qui va être déterminante pour la période de formation. Exactement, c'est vraiment un gros point de vigilance. La fin des formations doit être concomitant avec la fin de l'autorisation d'activité partielle délivrée par la directe. D'accord. J'ai encore quelques questions. Est-ce que les salariés qui sont placés en activité partielle, qui suivent une formation, sont-ils couverts pour le risque d'accident du travail? Alors là, Emmanuel, c'est une très bonne question. Parce qu'en général, la couverture AT-MP, elle n'est pas maintenue pendant la suspension du contrat de travail. Donc, comme l'activité partielle, c'est un cas de suspension du contrat de travail, il nous semble que l'employeur pourrait encourir un risque de qualification en accident du travail, un accident du salarié qui interviendrait au cours d'une formation, qu'elle soit réalisée au sein des locaux de l'organisme de formation ou de l'entreprise. En effet, c'est une question qui est soulevée, qui est remontée chez nous là, depuis quelques jours, depuis le 2 juin, puisqu'on sait que depuis le 2 juin, les formations peuvent être réalisées en présentiel. Donc là, on attend des précisions et un aiguillage des pouvoirs publics.
Mais dans l'attente, nous, on peut quand même inviter les entreprises qui souhaiteraient former leurs salariés en activité partielle lorsque la formation se déroule physiquement, à s'enquérir de la couverture de ces salariés en cas d'accident. Et qu'à défaut, en attendant, on leur conseillerait plutôt de privilégier les formations réalisées à distance, puisque évidemment, le risque d'accident est moindre lorsque on suit une formation à distance que lorsqu'on se déplace, qu'on prend la voiture, qu'on va sur un site, voilà, ne serait-ce que également par rapport au risque de contamination au Covid-19. Donc là, nous reviendrons vers vous très rapidement dès que nous aurons des précisions. Nous savons que le cas des apprentis a été tranché, par exemple. Donc, dans son question-réponse, le ministère du Travail avait bien précisé que les apprentis qui seraient placés en activité partielle et qui se rendraient sur le site des CFA pour suivre la formation resteraient couverts voilà, au titre de l'accident du travail maladie professionnelle. Pour le régime classique des salariés qui ne sont pas en alternance, pour l'instant, on n'a pas eu de précision. Donc, on est en attente, mais c'est vrai que c'est un sujet dont il faut tenir compte. D'accord, merci Amaya. Donc ça sera aussi un point de vigilance supplémentaire à apporter auprès des entreprises. J'ai encore quelques questions concernant le financement de l'État, l'intensité du financement de l'État. Là, on vient de parler de formation en présentiel. Il y a d'autres coûts qui peuvent être induits par la formation en présentiel. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur le financement des formations ? Alors, comme le disait tout à l'heure Amaya, on est dans une période vraiment exceptionnelle et l'intervention de l'État est exceptionnelle. Donc, on est vraiment sur une couverture par le FNE Formation des coûts pédagogiques à hauteur de 100%. Et donc, par rapport à cette ouverture aux formations en présentiel, les frais annexes également pourront être pris en charge par le FNE et les conditions de cette prise en charge des frais annexes sera très prochainement précisées. D'accord. Donc là aussi, on aura une mise à jour prochainement sur les frais annexes. Exactement. Je n'en suis pas encore au bout de mes questions. En cas de formation donc, financée dans le cadre du FNE, formation renforcée, est-ce que l'entreprise perd le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour les heures de formation réalisées? Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est posée assez régulièrement par les entreprises. Non. L'allocation d'activité partielle, elle rembourse l'employeur d'une somme équivalent ou avoisinant le montant de l'indemnité partielle versée aux salariés. Elle est complètement cumulable avec le financement à FNE formation renforcée. Donc, non, l'employeur, il perçoit l'allocation d'activité partielle, que les salariés y restent chez eux ou qu'ils se forment à distance ou au sein des organismes de formation. Ça n'entraîne aucune incidence. D'accord, merci. Concernant la période de mise en application du FNE, vous avez parlé de rétroactivité au 1er mars. Est-ce que ça concerne tous les salariés? Alors non, cette rétroactivité au 1er mars, elle ne concerne que les salariés relevant du dispositif de l'activité partielle et en bénéficiant. Donc ça ne couvre pas les salariés qui ne sont pas en activité partielle. On est vraiment sur ce cadre-là parce que l'État a souhaité aussi mettre en cohérence le fait que l'instruction ayant été publiée le 9 avril, mis en place le FNE à compter du 14 avril, mais qu'il avait autorisé les entreprises à mobiliser ce dispositif d'activité partielle renforcé dès le 1er mars, il y a eu la possibilité d'application de cette rétroactivité pour ces salariés bénéficiant de l'activité partielle. D'accord, merci. Vous disiez qu'on a rarement connu des financements aussi importants sur le volet formation. Donc, ma question porte sur les plafonds. Existe-t-il des plafonds dans les prises en charge? Alors que ce soit par action de formation ou par entreprise? Alors, ce sujet a généré beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations parce que est arrivée dans le dispositif une notion de seuil de vérification des coûts des formations du parcours par salarié. Et donc, ce point a pu générer des interprétations ou des incompréhensions entre une logique de seuil ou de plafond. Il n'y a pas de plafond par formation ou par salarié, voire par entreprise. On est dans un contexte où
la DGEFP et les directs nous demandent d'être vigilants lorsque la formation, le coût pédagogique de la formation proposée pour le parcours d'un salarié dépasse 1 500 € TTC ou net de taxes, donc 1 250 € hors taxes. En deçà, nous sommes sur des accords tacites. Au-delà, la DGEFP et les directs nous demandent de mettre en place une instruction approfondie pour s'assurer que le coût de la formation est en cohérence avec les coûts du marché et la réalité de la valeur ajoutée de la formation proposée. D'accord, donc pas de budget limité pour les entreprises. Non, 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 c'est confirmé. D'accord. Alors, je pense avoir la réponse, mais j'ai quand même besoin de poser la question. Est-ce que le nombre de salariés formés au sein d'une entreprise est limité? Non, non, non. C'est comme l'évoquait aussi Amaya tout à l'heure, on est sur un dispositif totalement transformé où on est sur une approche où ce FNE formation a vocation vraiment à sécuriser le maximum de salariés dans l'entreprise. Et donc, on n'a pas de limite. Donc, c'est à compter, voilà, c'est d'une demande à une demande illimitée du nombre de salariés potentiellement bénéficiaires de ces formations. Et donc, les entreprises sont vraiment incitées et invitées dans le cadre voilà, de leurs besoins de formation, leur projection sur l'évolution des compétences dans leur entreprise, à se saisir de ce dispositif FNE Formation. D'accord, donc pas d'avantage non plus de plafond en termes de nombre d'heures de formation. Alors, ce point, si, c'est un point qui est important, qui doit être rappelé, c'est que le FNE Formation arrive en articulation avec le dispositif de l'activité partielle. Et donc, dans ce cadre de l'activité partielle, l'entreprise est autorisée à bénéficier d'un volume horaire d'activité partielle pour les salariés lorsqu'elle a formulé sa déclaration. Et donc, le nombre total d'heures de formation relevant du FNE ne pourra pas dépasser cette allocation d'heures correspondant à la demande d'activité partielle de l'entreprise. C'est la seule limite à l'exercice, en sachant que tout à l'heure, on a évoqué les salariés qui sont en activité partielle et ceux qui ne le sont pas dans ces entreprises. Les heures de formation FNE cumulées donc, couvrent ces deux populations de salariés. Donc, la limite du plafond d'autorisation doit bien intégrer sur le calcul par rapport aux heures de FNE les salariés en activité partielle et les salariés hors activité partielle qui bénéficient d'une formation. D'accord. Et concernant un salarié, est-ce qu'il peut suivre plusieurs formations? Et j'ai deux cas de figure. Si c'est le cas, doit-on faire une seule demande avec donc plusieurs modules de formation ou peut-on faire plusieurs demandes s'il s'avère que on se rend compte quelques semaines après avoir fait la première demande qu'il y aura besoin d'un complément de formation? Alors, sur ce sujet, on est vraiment dans une dimension d'un parcours de formation du salarié. Donc, l'idée de ce parcours, c'est que, comme voilà, tu l'évoquais, on peut avoir une succession de modules ou une succession de formations parce qu'on est dans une logique où on va équiper le salarié ou l'outiller pour la suite de son activité professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, si l'entreprise a la visibilité suffisante, elle nous formulera une demande unique de prise en charge. Mais si, comme tu l'évoquais, elle estime que voilà, il y a un besoin qui est identifié a posteriori, l'entreprise peut déposer plusieurs demandes successives. On les traitera et on les instruira au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. Donc, pas de contrainte de ce point de vue-là. D'accord. Merci Jean-Marie. Je reste toujours sur le volet financement. Donc, vous disiez que le FNE couvre les coûts pédagogiques. Pour les stagiaires qui sont donc salariés et pas en activité partielle, est-il possible de susciter auprès d'Acto un cofinancement des salaires au titre du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés? Alors, sur ce point, la DGEFP l'a reprécisé, la rémunération des salariés, donc hors de l'activité partielle, est à la charge de l'entreprise, donc sur la base du droit commun, donc sur l'intégralité de sa rémunération. Donc, il n'est pas possible d'avoir cette modalité complémentaire, le FNE formation se concentrant sur les coûts pédagogiques et les frais annexes. Et pour des salariés qui sont hors activité partielle, l'entreprise couvre cette charge. D'accord. Mais l'entreprise peut valoriser ses dépenses sur ses budgets formation propres? Alors, sur son budget interne, oui, mais elle ne peut pas aller chercher auprès d'Acto ce complément de prise en charge. D'accord.
Merci. Effectivement, là aussi, la précision est importante. Toujours sur le financement, s'il s'avère que le projet est initié par le salarié, par exemple dans le cadre du CPF, est-ce qu'il peut également avoir un cofinancement du FNE? Non, les formations au titre du CPF ne sont pas cumulables avec le FNE formation. Ce point nous a été confirmé assez tôt dans la mise en place du dispositif. D'accord, très bien. Toujours sur le volet financement, puisque c'est quand même aussi déterminant dans la mise en œuvre des projets. Comment se poursuit le financement de la formation si le salarié sort du régime de l'activité partielle en cours de formation pour reprendre son activité sur son poste de travail? Alors ça, c'est un point important parce qu'il y a eu une évolution de la doctrine en faveur des entreprises de la part de la DGFP sur ce point. Afin de vraiment sécuriser l'entreprise dans son projet de formation sur le FNE, il a été convenu qu'un salarié donc, qui sort de sa période d'activité partielle à titre individuel, l'entreprise continue à avoir la formation, les coûts pédagogiques couverts par le FNE formation jusqu'à la fin de celle-ci. Attention, et on l'a déjà évoqué auparavant, il faut bien que l'entreprise elle-même soit couverte par la période d'activité partielle jusqu'à la fin de la formation pour pouvoir prétendre à la prise en charge intégrale des coûts pédagogiques. Mais oui, le salarié, même si en cours de formation change de statut, l'entreprise conserve le bénéfice de la prise en charge du FNE. D'accord, merci. S'il s'avère que le salarié démissionne en cours de formation, comment se passe le financement? Alors, dans ce cadre-là, l'entreprise verra la prise en charge du FNE formation réduite au prorata du temps de présence en entreprise. D'accord. Et si pour d'autres raisons, donc hors démission, il y a une interruption de la formation, donc le salarié n'a pas suivi l'intégralité de la formation, quelle est la conséquence financière pour l'entreprise? Alors, de toute façon, si la formation est interrompue dans des conditions, voilà, dans des conditions autres, on sera sur cette même logique hein, de revue au prorata du temps de la formation accomplie qui sera pris en charge par le FNE formation. Oui, tout à fait. Si je peux compléter, finalement, la conséquence, puisque c'est la question posée, conséquence financière pour l'entreprise, elle est identique, quelle que soit la source de financement. C'est le principe que seules les formations effectivement réalisées peuvent être facturées par l'organisme de formation au titre de la formation professionnelle. Donc, en cas de réalisation partielle, la facturation est établie au prorata. Donc, ça, c'est le principe qui vaut à la fois dans le cadre classique de tous les dossiers instruits et financés par Acto habituellement et dans le cadre également des dossiers FNE formation renforcée. C'est peut-être l'occasion de dire un petit mot sur les clauses d'édit de dédommagement. Nous, Acto, incitons les entreprises à lire les conventions de formation avant de les signer, puisque la convention de formation, c'est un document contractuel finalement, et les parties, donc l'employeur et l'organisme de formation, peuvent convenir d'un certain nombre de modalités au titre du financement. Donc, il peut arriver que pour se protéger, les organismes de formation insèrent ce type de clause qui indique qu'en cas d'arrêt prématuré de la formation en raison d'un manquement du stagiaire, par exemple le manque d'assiduité, la totalité ou une partie des coûts serait quand même due. Donc là, ce type de clause est assez habituel. Voilà, l'entreprise elle-même, il faut qu'elle fasse un petit peu attention parce que si jamais elle s'engage sur une formation assez onéreuse et que finalement le salarié il arrête assez rapidement, elle peut potentiellement se retrouver à devoir indemniser l'organisme de formation. Donc attention lorsque les entreprises signent les conventions de formation à ce type de clause, puisque finalement ça peut se négocier, ça peut également se retirer d'une convention de formation sans problème. Et le sujet est d'autant plus important qu'on l'a vu au tout début, le contrat de travail il est suspendu pendant l'activité partielle. Alors autant pendant le temps de travail, le salarié il doit se rendre aux formations qui sont mises en place par son employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Se rendre en formation, c'est
effectuer son travail, c'est réaliser une mission inclue dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, alors qu'en activité partielle, voilà, le salarié il a son contrat de travail suspendu. Pour peu qu'il n'ait pas signé de protocole individuel de formation, etc., il risque d'être un peu plus difficile également pour un employeur de contraindre un salarié dans certaines circonstances à être assidu. Donc ça, c'est le cas, on va dire, un petit peu particulier de l'activité partielle. Mais dans la vie, il peut tout à fait arriver qu'un salarié, il entame une formation et que pour X ou Y raison, il ne puisse pas aller au bout. Le salarié peut démissionner avant la fin de la formation, il peut tomber malade, etc. Voilà, donc que ce soit dans le cadre du FNE formation ou dans le cadre habituel, seules les heures de formation réalisées peuvent être facturées à Acto et financées par Acto. D'accord. Alors, toujours plutôt en lien justement avec le déroulement de la formation, lorsque le salarié reprend donc son activité, donc il a démarré sa formation, il poursuit sa formation, donc tout à l'heure vous nous avez apporté la réponse sur le financement qui se poursuivait, mais est-ce que la formation doit impérativement se réaliser en dehors du temps de travail? Non. Dans l'hypothèse où là, on parle d'un salarié qui est en poste, donc qui Oui. n'est pas en activité partielle au moment où donc, il suit la formation, soit qui n'est pas en activité partielle, soit qui n'y est plus. Là, il peut suivre sa formation soit pendant son temps de travail, soit en dehors de son temps de travail, notamment les formations à distance. Il peut être assez facile de suivre quelques modules de formation le soir, le week-end, etc. Et pour les formations physiques, présentielles, il est parfois voilà, possible de poser des RTT, par exemple, pour se former. Donc là, les deux sont possibles. Si le salarié se forme pendant son temps de travail, l'employeur maintient sa rémunération. Si le salarié se forme en dehors de son temps de travail, il n'y a pas de rémunération à verser. Mais alors attention, puisque là, il faut respecter la limite fixée par la loi. C'est-à-dire que sur une année, un salarié ne peut pas réaliser plus de 30 heures de formation en dehors du temps de travail, ou 2% du forfait, voilà, si le salarié est rémunéré au forfait. D'accord, j'avais la question, donc j'ai la réponse. Merci. J'ai encore quelques questions. Alors, sinon, Emmanuel, je te propose de revenir, parce qu'on est passé très vite sur les questions, avant de revenir sur le support, sur les questions de la FOAD, peut-être, Amaya, si tu peux juste nous représenter le support FOAD avant de revenir aux questions, ça permettra d'illustrer. Hop, je reviens juste avant, voilà. Et on va revenir tout de suite après aux questions, Emmanuel, parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore passé sur ces slides, voilà. Oui, alors, on l'a vu, la formation qui est mise en place dans le cadre du FNE, elle peut être réalisée soit physiquement, soit à distance. Lorsque la formation elle est mise en place à distance, donc c'est la FOAD, formation ouverte ou à distance, il faut qu'un certain nombre de critères soient respectés pour que la formation puisse être financée par Acto. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'apprenant. La formation à distance, ce n'est pas une vidéo téléchargeable sur une plateforme. C'est l'information d'un apprenant sur un accompagnement qui est mis en place s'il a un problème technique de connexion, d'accès à la classe virtuelle, par exemple, une assistance pédagogique appropriée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un référent pédagogique, un formateur, un tuteur qui soit à sa disposition, qui réponde à ses questions et qui l'accompagne dans son parcours formatif. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère réglementaire également, il faut que l'apprenant soit informé sur les activités pédagogiques à effectuer et leur durée moyenne de réalisation. C'est vrai que pour les formations à distance, on est souvent sur une estimation de la durée de la formation, puisqu'il y a un petit peu de travail personnel, des personnes peuvent s'approprier plus rapidement que d'autres certaines notions dans le cadre d'une formation, en fonction de leurs aptitudes, de leur expérience également. Donc, il doit être informé au départ sur la nature de la formation dans laquelle il va s'engager. La durée, voilà, il y a des formations à distance qui demandent énormément d'investissement.
notamment les formations, pourquoi pas diplômantes, délivrées par des grands organismes d'État qu'on connaît bien. Voilà, c'est pas parce que c'est une formation à distance que le coût est parfois moins onéreux qu'une formation physique, que l'investissement n'est pas à la mesure voilà, de l'objectif pédagogique poursuivi. Donc là, cette information, elle est indispensable, elle doit être préalable. Et puis, troisième critère indispensable, c'est la présence d'évaluation. En formation professionnelle, l'existence d'évaluation qui jalonne le parcours de la formation ou qui le termine simplement, notamment pour les formations assez courtes, ça constitue un élément obligatoire qui fonde l'éligibilité de la formation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'assistance technique ou pédagogique, s'il n'y a pas d'information préalable ou s'il n'y a pas d'évaluation, donc si l'un de ces trois critères n'est pas présent, la formation n'est pas éligible, ne peut pas être financée par Acto, ni dans le cadre classique des dispositifs de formation professionnelle, ni dans le cadre du FNE formation renforcée. Et on va faire alors, une petite, mais on l'a déjà vu au travers des questions sur le sujet donc, des coûts. Alors peut-être de la consultation du CSE si tu veux juste revenir dessus, et puis sur les notions de coûts très rapidement. Oui, je pense que les notions de coût, de toute façon, avec le jeu des questions-réponses, tu as tout dit. Bon, sur la consultation, on a parlé tout à l'heure de la consultation du CSE sur le projet d'activité partielle. On a vu que l'entreprise pouvait réaliser cette formalité 2 mois après avoir placé les salariés en activité partielle. Dans le cadre de droit commun, il faut que vous sachiez que le FNE formation, normalement, nécessite une consultation préalable du CSE sur les projets. Là, ce n'est plus le cas. Encore une fois, pour faciliter le recours au dispositif FNE formation renforcée, il n'y a pas de consultation obligatoire spécifique préalable du CSE. Néanmoins, voilà, les entreprises de plus de 50 salariés doivent consulter leur CSE sur la formation. Dans le cadre de droit commun, on peut peut-être citer la consultation sur les orientations stratégiques et les orientations de la formation professionnelle, bien évidemment, et la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. En tout cas, l'avis du CSE n'est pas requis dans le dossier de demande. L'entreprise, elle peut également décider d'informer ses représentants du personnel dans le cadre de la réunion mensuelle de son CSE. Il n'y a pas d'obligation spécifique et c'est également une évolution par rapport au cadre habituel. Et alors, petit point sur le contrôle de service fait. Donc, nous serons amenés donc, à contrôler donc, par délégation des directs la réalité des actions de formation qui se seront réalisées dans ce cadre du FNE. Mais nous y reviendrons sur la troisième partie du webinaire. Emmanuel, je vais te laisser reprendre la main sur le jeu des questions-réponses. Oui, au niveau de la FOAD. Oui, effectivement. Donc, est-ce que les MOOC sont payants, sont éligibles? Alors, pourquoi pas? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas forcément se baser sur l'intitulé d'une action de formation ou sur la typologie d'une action de formation pour se positionner sur l'éligibilité. Si le MOOC il est mis en place avec une information préalable de l'apprenant sur les activités pédagogiques à effectuer et leur durée moyenne de réalisation, si le MOOC il prévoit une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'apprenant également, et si le MOOC prévoit qu'il y ait des évaluations, des tests, oui, il n'y a pas de problème. Évidemment, le MOOC, il faut qu'il soit délivré par un organisme de formation habilité. Néanmoins, généralement, tout ou partie de ces trois critères ne sont pas réunis dans le cadre des MOOC. Voilà, j'ai envie de dire que là, il faut présenter le dossier à son conseiller en formation et qui verra bien, en fonction des éléments produits, si la formation, elle peut être financée ou pas. D'accord, et qui déterminera au regard du respect des trois critères que tu indiquais à l'instant. Exactement. Et puis, il y a également des critères légaux. Il faut quand même que la formation, elle poursuive un objectif professionnel. Parce qu'on a aussi des MOOC qui n'ont strictement aucun objectif professionnel. Voilà. Donc, effectivement, c'est important de bien s'assurer aussi que les objectifs sont bien en lien avec l'employabilité du salarié et aussi au bénéfice de l'entreprise.
Est-ce que le salarié qui est en activité partielle peut suivre donc, sa formation à distance sur son site de travail si, il y a un accord entre l'employeur et le salarié? Oui, oui. La formation à distance, elle peut être suivie indifféremment sur le lieu de travail dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord, ou à domicile. La formation à distance, elle peut être suivie pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Voilà, donc il n'y a pas de contre-indication particulière. D'accord. Donc, on a beaucoup parlé de la formation ouverte à distance puisque c'était la pédagogie qui était retenue dans le cadre du FNE. Et donc, vous nous disiez que depuis le 2 juin, les entreprises peuvent également mettre en place des formations en présentiel. Tout à fait. Donc, c'est une D'accord. évolution qui était attendue depuis un petit moment. Mais attention, même si les organismes de formation ont le droit d'accueillir du public, ils sont assujettis au respect d'un certain nombre de mesures sanitaires importantes. Donc, la formation à distance, elle perdure et je pense qu'elle va perdurer encore un petit moment. C'est un assouplissement qui permet à des organismes de formation qui ne pourraient pas continuer à mettre en place leur formation à distance ou lorsque l'objectif de la formation vraiment est assez peu compatible avec la formation à distance, de mettre en œuvre sans problème des formations en présentiel avec un financement derrière au titre du FNE Formation. On va quand même rappeler, attention pour les entreprises, on reviendra vers vous sur la question de la couverture accident du travail, maladie professionnelle. Oui, effectivement, ce qui était mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas d'impératif à ce que la formation en présentiel soit couplée avec de la formation à distance? Absolument pas. D'accord. Non. Merci, c'était les questions que j'avais pour la FOAD. Alors, on avait aussi quelques éléments de questionnement sur les organismes de formation de mémoire, Emmanuel. On avait effectivement quelques questions également qui nous sont arrivées. Donc, concernant les formations internes délivrées par un organisme de formation datadocké, peuvent-elles être prises en charge dans le cadre du FNE Formation? Eh bien, la réponse va être un peu directe, mais c'est non. En fait, la DGEFP a considéré que le FNE ne pouvait être mobilisé que par la mobilisation ou la participation d'un organisme externe, un organisme de formation externe. Donc, même si l'organisme interne est datadocké, il n'est pas éligible et il ne peut pas dispenser de formation bénéficiant du FNE Formation. D'accord. Puisqu'on parle du datadockage, l'organisme de formation doit-il obligatoirement être enregistré sur Datadock? Alors, il doit être soit enregistré sur Datadog. Plus globalement, en fait, il doit être à jour de ses obligations réglementaires en tant qu'organisme de formation au titre de la réglementation en vigueur. Et donc, soit il est enregistré au Datadog, détenteur d'une certification délivrée par le CNEFOP, ou alors, plus rarement, mais c'est une dimension qui se développe, être certifié Calliope par rapport au nouveau cahier des charges mis en œuvre suite à la réforme de la formation professionnelle. D'accord. J'ai enfin une dernière question, alors qui n'est pas en lien direct avec les organismes de formation, mais plutôt sur l'initiateur de la formation. Est-ce que, tout à l'heure on parlait du CPF, est-ce qu'un salarié qui souhaiterait suivre une formation qui potentiellement serait éligible au FNE, est-ce que ça contraint l'employeur à accepter la demande? Alors, il peut tout à fait y avoir un échange entre le salarié et son employeur sur des souhaits de formation, mais c'est bien l'employeur qui est à l'initiative de la mobilisation du FNE Formation et donc qui a le choix et qui est le seul responsable dans l'identification des typologies de formation qu'il souhaite faire financer et des salariés, soit en activité partielle ou hors activité partielle, qui seront en mesure de bénéficier de ces formations. Donc, on reste vraiment sur la responsabilité et le choix de l'employeur, la demande du salarié ne s'imposant pas à l'employeur dans ce cas précis. D'accord, merci. C'était important effectivement aussi de le rappeler. Eh bien, de mon côté, c'est bon pour les questions sur cette partie. Voilà, eh bien, Merci. on va continuer sur la troisième et dernière partie de notre webinaire, qui est la partie, on va dire, mise en œuvre, procédure, mise en œuvre opérationnelle.
Donc en sachant que, donc comme on l'a dit au début de ce webinaire, la DGEFP a donc ouvert au direct le dispositif FNE Formation, mais également ouvert la possibilité au direct de déléguer la mise en œuvre du FNE Formation aux OPCO. Et dans les faits, c'est clairement appuyé sur l'ensemble des OPCO et notamment d'Acto pour déployer et mettre en œuvre dans les meilleures conditions ce FNE en formation. Et donc, Acto a conclu une convention avec chacune des directs en métropole et des directs outre-mer pour vous servir et vous permettre d'accéder à ce financement qui court jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, attention, une distinction. Le dispositif FNE et le dispositif renforcé d'activité partielle courent jusqu'au 31 décembre 2020, mais votre accès en tant qu'entreprise au FNE Formation est limité à votre durée d'autorisation d'activité partielle délivrée par la directe. Donc, s'il est antérieur au 31 décembre, c'est cette date qui fera foi pour l'accès et la couverture des formations au FNE Formation. Et donc, très rapidement, donc Acto, dans son rôle, on va dire, classique d'OPCO, est là pour vous conseiller, pour vous aider dans le montage de vos demandes de formation, d'adapter si nécessaire et de vous appuyer sur le volet pédagogique de vos besoins de formation. Après, on est dans une démarche où, comme nous sommes délégataires de ces subventions de l'État, nous allons instruire donc les demandes de FNE Formation avec les pièces idoines, mais on y reviendra. Bien sûr, nous serons là pour acquitter les dépenses, notamment au travers du dispositif de subrogation, qui est un dispositif qu'on souhaite développer au plus pour vous simplifier aussi la tâche et limiter les impacts sur votre trésorerie. Sur les éléments de la formation, donc pour éviter la redite, mais c'est vraiment un point clé et un point fondamental. Ce FNE Formation n'est couvert, n'est activable que pendant la période de l'autorisation d'activité partielle qui vous est délivrée en tant qu'entreprise. Et donc, ces fins de formation devront intervenir à cette échéance. Et comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, sécurisation aussi dans le financement, un salarié qui sortirait du dispositif d'activité partielle et reprendrait une activité à temps complet ou même à temps partiel, continuerait donc cette formation à être prise en charge pour ses coûts pédagogiques à 100%. Et donc, comme on l'a déjà évoqué, si une formation est interrompue, l'aide du FNE Formation sera revue au prorata du temps effectif de cette formation. Donc, on est sur des modalités qui ont déjà été vues. Et donc, sur la formation, comme l'évoquait Amaya tout à l'heure, on est vraiment sur un dispositif qui est totalement novateur et qui s'appuie sur l'activité partielle. Et donc, le principe étant de favoriser la formation sur les temps d'activité partielle au maximum. Sur la méthode qu'on vous propose, donc de séquençage, que ce soit dans les différentes phases par rapport à ce FNE Formation et au souhait donc, des entreprises de s'inscrire dans ce dispositif. Donc, le point en préalable, donc c'est bien de lister et de solliciter l'accord préalable des salariés qui sont en activité partielle, parce que comme l'évoquait Amaya tout à l'heure, leur contrat de travail a été suspendu. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental d'obtenir leur accord préalable. On a tout ce travail donc aussi d'identification des personnels à former. Alors, qu'ils soient en activité partielle ou hors activité partielle, parce que depuis le 2 juin, on a cette possibilité d'élargissement des publics qui fait qu'on est vraiment dans une dimension où vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez réfléchir votre plan de formation financé par le FNE de façon globale. Et puis, vous avez la possibilité, donc après, de travailler, d'identifier l'organisme de formation en fonction des projets de formation que vous avez identifiés, et ou d'identifier, de travailler sur ce recueil de l'accord des salariés. Donc ces deux étapes sont on va dire, interchangeables, mais l'idée c'est d'affiner au fur et à mesure votre projet de formation.
Un point qu'on n'a pas évoqué en tant que tel, mais bien sûr, tout du long et avant, on va dire, la transmission formelle de votre demande de financement FNE, nos conseillers sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos interrogations, pour lever les doutes éventuels et pour travailler avec vous sur l'ingénierie de formation que vous souhaitez mettre en place. Donc avant ce dépôt formel des demandes. Et puis donc à réception, nous travaillons donc avec vous sur la finalisation et l'accord de prise en charge. Donc, voilà un petit peu les différentes phases de ce projet. Et puis après, pour parler un petit peu process administratif, qui a connu une normalisation depuis, on dire, la mi-mai, et donc un travail très fort entre les OPCO et la DGEFP pour clarifier les choses, parce que clairement, voilà, il y avait des interrogations, on avait des schémas qui pouvaient paraître un peu confus pour vous dans cette période un peu compliquée et où pour vous, la priorité, c'est quand même de gérer l'activité, de gérer cette bascule sur l'activité partielle et de ne pas vous compliquer la tâche sur des démarches administratives d'accès au FNE. On est sur voilà, une normalisation et donc on est sur 4 points dans la demande que vous devez nous adresser. La demande de subvention FNE, qui est un document qui est produit par les directs et qui est mis à votre disposition. La convention de formation ou, dans certains cas, le programme de formation pour que nous soyons en mesure d'instruire ou en tout cas d'évaluer la pertinence du projet que vous nous soumettez. Un point très important aussi, c'est la copie de la décision d'activité partielle. Comme on l'avait déjà évoqué, parce que ça nous permet de vérifier que les programmes de formation et notamment les plannings sont en cohérence avec la couverture de l'autorisation d'activité partielle qui vous a été délivrée. Et puis, dernier point, la liste des salariés bénéficiaires, alors qu'ils soient ou non en activité partielle, pour identifier l'ensemble des bénéficiaires. Et donc, à réception de votre dossier complet, nous avons donc 72 heures pour vous répondre sur votre demande. Et également, dans cette relation avec nos conseillers, vous avez la possibilité de leur demander, ils vous mettront ces éléments à disposition, un modèle de protocole d'information de PIF sur la formation, de protocole individuel de formation, un modèle d'attestation sur l'honneur, sur la mise en activité partielle, parce que c'est un document que vous conserverez dans votre entreprise, et une trame de listing de salariés, si vous le souhaitez, pour vous simplifier la tâche. Donc voilà sur ces demandes en amont donc de notre accord. Et puis, à la fin de la formation, un schéma très simple, le certificat de réalisation, donc qui est le nouveau document qui a été adopté par la DGEFP et qui est d'application immédiate pour tous les OPCO dans la réalisation des formations et que chaque organisme de formation est amené à vous produire et qui permet de justifier de la réalité et du temps de formation effectif et bien sûr de la facture de coût pédagogique et des éventuels frais annexes pour lesquels des précisions seront amenées à être communiquées sur les conditions de prise en charge. Donc voilà, à la fin de la formation, pour la mise en paiement. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, nous activons aussi très fortement le dispositif de subrogation de paiement qui vous permet de vous éviter de faire cette avance de frais auprès de l'organisme de formation. Et donc, le modèle de certificat de réalisation est disponible sur le site Acto ou sur le site du ministère du Travail également. Donc, on est sur ces modalités. Et un dernier point qui est important, parce que l'objectif, c'était vraiment de vous éviter de nous produire trop de documents. C'est un autre élément qui ne figure pas, c'est le justificatif qui atteste du maintien dans l'emploi en formation jusqu'à la fin de formation. Ce document est important, vous devrez le conserver, mais nous ne le sollicitons pas. Voilà sur ces éléments. Emmanuel, je te laisse la main pour la phase de questions-réponses sur cette troisième partie. Très bien, merci Jean-Marie. Donc, je vais revenir sur certains aspects. Tu disais que le protocole individuel de formation n'était pas obligatoire. Toutefois, est-ce que l'un de vous deux peut expliquer quel est l'intérêt du protocole individuel de formation ? En quelques mots. Le protocole individuel de formation, il est fortement conseillé
Nous, en tant qu'OPCO, on ne peut que le conseiller puisqu'il est très pratique, mais il n'est pas obligatoire au plan juridique. Donc, c'est un document contractuel qui est signé par l'organisme de formation, l'entreprise et le salarié, qui permet d'expliciter tout le parcours pédagogique. On l'a vu tout à l'heure, il y a 3 critères qui fondent l'éligibilité des formations à distance. Là, sur le PIF, on peut imaginer qu'il y ait des précisions sur les modalités pédagogiques de formation à distance, le système d'assistance technique et pédagogique est mis en place. Le protocole individuel de formation peut également préciser quelles sont les actions de suivi, peut mentionner la durée estimée nécessaire à la réalisation des travaux, les moyens d'évaluation. Voilà, donc c'est, je vous dis, un document en général tripartite qui est signé par tout le monde, qui est vraiment appréciable et qui explicite bien à la fois le contenu et les modalités d'organisation de la formation. Mais il n'est pas demandé dans le cadre de l'instruction des dossiers et il n'est pas obligatoire. Nous mettons à disposition un modèle de protocole individuel de formation sur notre site internet. Voilà. Pourquoi on met en place ce modèle de PIF, de protocole individuel de formation? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, les organismes de formation sortent d'une période de 2 mois au cours de laquelle ils n'ont pas pu accueillir du public. Donc, vous avez sur le marché des organismes de formation spécialisés sur la formation à distance, donc qui disposent de tous les outils, y compris administratifs, pour monter des dossiers de formation à distance. Et il y a d'autres organismes de formation qui se sont retrouvés obligés de mettre en œuvre leur formation habituellement délivrée en présentiel à distance. Donc, c'est pour ces organismes de formation-là, vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On pourra leur proposer des petits modèles voilà, sans prétention, qui ne sont absolument pas obligatoires, vraiment, qui ont juste une visée facilitatrice pour tous nos partenaires. D'accord, donc on peut aussi apporter un appui auprès des organismes de formation sur ce volet. Tout à fait. D'accord. Concernant l'accord des salariés, est-ce qu'il y a un formalisme particulier? Est-ce que l'accord doit être obligatoirement écrit? Alors, donc pour le salarié donc, qui est en activité partielle, on l'a évoqué tout à l'heure, son contrat de travail est suspendu. Donc, de fait, l'employeur a l'obligation de recueillir l'accord préalable du salarié. Donc ça, c'est vraiment un élément important, mais même fondamental, pour ces publics donc, de salariés en activité partielle. Tu évoquais sur la question du formalisme. Oui, il faut un écrit. Il faut un écrit en sachant qu'on a notamment eu toute une période de ce FNE qui s'est déroulée pendant la phase de confinement. Et donc, il était difficilement entendable d'avoir un courrier écrit du salarié parce que chacun n'a pas à disposition des outils de scan ou autres éléments. Et donc, à notre sens, un mail du salarié indiquant en réponse à son employeur qu'il est d'accord pour suivre cette formation est suffisant. Après, voilà, on rentre dans une autre phase où les salariés reprennent le chemin de leurs entreprises et c'est pour ça que nous mettons à disposition des entreprises un modèle type de courrier si elles le souhaitent. D'accord, mais sinon ça peut revêtir la forme choisie par l'entreprise. Puisqu'on parle d'accord, donc ça induit que le salarié peut refuser de suivre une formation. Alors, ce salarié qui est en activité partielle, oui, a le droit de refuser, c'est un motif légitime, de refuser cette formation. D'accord. Toujours pour cette catégorie de salariés, est-ce que le salarié peut-il refuser de suivre une formation qui serait organisée ensuite pendant son temps de travail? Alors là, on l'a dit tout à l'heure, si la formation elle est mise en place dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise pendant le temps de travail, ce dernier ne peut en principe pas refuser de se rendre en formation. Voilà, une action de formation réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences en dehors du temps de travail nécessite l'accord du salarié. Et on peut quand même ajouter que les actions de validation des acquis d'expérience et les bilans de compétences nécessitent toujours l'accord du salarié, même si elles sont mises en place pendant le temps de travail. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai que
la validation d'acquis d'expérience est tout à fait éligible dans le cadre du FNE formation renforcée. C'est peut-être une bonne période, une période propice pour les salariés qui seraient en période d'activité partielle, qui souhaiteraient faire reconnaître toute leur expérience professionnelle par l'obtention d'un diplôme, de se pencher sur le sujet. Et également aux employeurs, pourquoi pas, de contacter Acto pour se renseigner sur les modalités de mise en place des VAE. D'accord. Effectivement, les conseillers et les conseillères peuvent accompagner aussi à la mise en œuvre de ce type de projet. Concernant le montage des dossiers, j'ai quelques questions. Donc, il y a des réponses qui ont déjà été apportées, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas qu'il faut transmettre à Acto la copie des accords des salariés au moment de la demande de prise en charge? Alors, sur ce point-là, c'est un peu le point qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, l'idée d'éviter aux entreprises de nous fournir trop de documents lors de la phase d'instruction. Nous, ce qu'on demandera à l'entreprise, c'est de nous fournir cette liste des salariés qui ont donné leur accord. Mais l'entreprise conservera en interne les accords formulés. D'accord. Voilà. Donc, elle les conserve. En cas de contrôle, ces éléments peuvent lui être demandés, notamment par les équipes des directs. Nous, en tout cas, dans le process qui a été défini au sein d'Acto et de façon collégiale aussi avec les directs, c'est uniquement la liste des salariés qui doit être transmise lors du dépôt de la demande FNE. D'accord, donc on est sur une simplification en termes de transmission de pièces. D'accord. Toujours sur la relation contractuelle, enfin du moins, oui, sur la relation avec Acto, il y a une question qui concerne le conventionnement. Est-ce qu'il y a un conventionnement FNE formation entre l'entreprise et Acto? Alors sur ce point, c'est vrai qu'au début de la mise en œuvre du FNE formation renforcée, la communication a pu induire en erreur les entreprises parce qu'il y avait deux modalités différentes, soit de conventionner directement avec les directs, soit avec les OPCO de bénéficier du FNE. Donc clairement, lorsque l'entreprise, et donc pour les entreprises adhérentes d'Acto, nous, Acto, avons signé une convention avec chacune des directs et après nous rentrons dans une dimension classique de relation avec l'adhérent où on est uniquement, comme on l'a évoqué dans le process de demande de prise en charge du FNE, dans une logique de dépôt de dossier de demande, de transmission d'un accord de prise en charge, mais il n'y a pas de conventionnement entre l'entreprise et Acto pour ce FNE. D'accord, merci. J'ai encore des questions. Concernant donc les demandes de FNE, donc d'après ce que vous disiez, elles doivent être transmises en amont, mais est-ce qu'il est possible aussi de les transmettre a posteriori des actions de formation? Alors, en principe, oui. Le sujet, c'est que les demandes doivent être transmises en amont, mais déjà, du fait de l'application rétroactive au 1er mars du FNE formation, alors que l'instruction est entrée en vigueur le 14 avril, pour tous ces cas de figure-là de rétroactivité, bien sûr, les demandes seront traitées et sont traitées de façon rétroactive. Pour les salariés en activité partielle, pour les salariés qui sont en poste, les demandes doivent être systématiquement transmises en amont du début de la formation. Donc, on est sur un cadre différent. Donc, la rétroactivité, oui. De fait aussi par rapport à cette application par rapport au 1er mars, mais pour les salariés en activité partielle. D'accord, donc pour une des catégories de Voilà, salariés, ouais. c'est important de le rappeler. D'accord. Oui. Alors, c'est toujours un peu dans la continuité de cette question. Est-ce que la demande de financement peut concerner une action de formation déjà réalisée à quitter? Tu as commencé à apporter. Dans la suite de la réponse sur le Ouais. précédent sujet, oui, bien sûr, dans ce cadre un peu exceptionnel, pour ces salariés qui étaient en activité partielle, de fait, une formation qui aurait déjà été acquittée sera traitée et prise en charge au titre du FNE. Après, le principe général, c'est quand même d'attendre l'accord de l'équipe des conseillers-conseillères d'Acto avant d'engager une formation, notamment par rapport au cadre des formations obligatoires inéligibles et qui posent des questions d'interprétation ou d'approfondissement des dossiers. D'accord. Encore quelques questions. Est-ce qu'il est possible d'adresser à Acto plusieurs demandes de financement à des moments distincts?
Oui, alors sur ce point, oui, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est que Acto s'adapte aux entreprises, à leurs problématiques et à leur situation. Et donc, si une entreprise n'a pas une visibilité définie et finale sur le besoin de formation, ou s'il y a des besoins qui émergent en cours de période d'activité partielle, bien sûr, elle peut formuler un nombre multiple ou déposer multiples dossiers qui seront instruits par nos équipes. D'accord. Justement, en termes d'instruction, tu mentionnais tout à l'heure que l'entreprise avait une réponse sous un délai de 72 heures. Mm. Si ce délai ne peut pas être respecté, est-ce que ça vaut pour accord? Non, en fait, donc ce délai de 72 heures, hein, donc c'est bien lorsque le dossier est complet avec les pièces qu'on a présentées tout à l'heure. Mais ce qui est clair, c'est que si nous ne sommes pas en mesure de répondre dans ce délai, l'absence de réponse ne vaut pas acceptation tacite ou implicite. Donc ça, c'est vraiment un point important. Dans ce cas-là, si la réponse ne vient pas dans les 72 heures, rappelez votre conseiller ou conseillère Acto pour vérifier ce qu'il en est du point d'avancement de votre dossier, mais ça ne vaut pas accord implicite. D'accord. Le conseil qu'on peut apporter aux entreprises, c'est de toute façon de monter leur projet avec l'appui systématique des conseillers et des conseillères. Exactement. Et Plutôt, l'avis émis par le conseiller ou la conseillère, même si c'est pas l'avis officiel transmis, malgré tout, permet de sécuriser l'entreprise sur son projet. exactement. Plutôt nos équipes sont associées au projet de formation de l'entreprise, plus vite on peut identifier les points ou sécuriser comme tu l'évoques, ou assurer ou rassurer les entreprises, ou même, dans certains cas, obtenir des confirmations de la directe sur des cas d'éligibilité de formation, notamment sur les formations obligatoires à la sécurité. D'accord. J'arrive presque au bout de mes questions, mais j'en ai encore deux ou trois. Tout à l'heure, concernant les modalités de financement, il a été fait mention d'un seuil à 1250 euros hors taxe. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Est-ce que ce seuil concerne est pris en compte pour un salarié ou pour une action de formation? Alors, ce seuil, hein, donc 1250 euros hors taxe ou 1500 TTC ou 1500 euros net de taxe en fonction de l'assujettissement à la TVA de l'organisme de formation, comme ça on est le plus clair possible sur ce point, c'est le seuil d'instruction par rapport au projet ou au parcours de formation d'un salarié. Donc, on n'est pas lié à une formation, mais au parcours de formation. Donc, s'il n'y a qu'une formation liée au salarié et si celle-ci atteint ce seuil des 1500 euros, qui n'est pas un plafond, qui est un seuil qui déclenche une instruction, on aura une instruction complémentaire. Mais ça s'analyse au titre d'un parcours qui peut aller jusqu'à la fin de l'autorisation partielle de l'entreprise. Donc, on peut avoir une succession de parcours, d'actions de formation qui constitueront un parcours. D'accord. Et j'arrive au bout des questions. Euh, Tout à l'heure, tu indiquais, si j'ai bien compris, qu'Acto pouvait régler en direct les organismes de formation. Est-ce qu'il y a une volonté de généraliser ou d'inciter les entreprises à que ce soit Acto qui règle l'organisme de formation? Je vais me permettre de répondre oui. Le mécanisme de la subrogation de paiement évite aux entreprises la sortie de trésorerie et apporte également une souplesse administrative. Lorsqu'il y a subrogation de paiement, l'entreprise ne paye pas l'organisme de formation, c'est nous, Acto, qui payons l'organisme, et l'organisme de formation, pour être payé, il nous envoie assez rapidement, généralement, les éléments de facturation avec le certificat de réalisation. On a vu là avec Jean-Marie qu'il peut y avoir des financements rétroactifs, etc. Donc, on voulait quand même rassurer aussi les entreprises qui auraient déjà acquitté des formations. La subrogation n'est pas obligatoire, c'est une facilité proposée par Acto, évidemment généralisée, mais qui n'est pas, encore une fois, obligatoire. Que l'entreprise, si elle a déjà payé le coût pédagogique à l'organisme de formation, elle peut tout à fait ensuite solliciter le remboursement auprès d'Acto. Dans les deux cas, le financement est maintenu à 100%. D'accord, donc les deux options existent, c'est au choix de l'entreprise. Eh bien, c'est vrai que tout au long de notre présentation de ce webinaire, nous avons évoqué beaucoup de références juridiques. Et Amaya, je vais te laisser présenter ces quelques éléments de référence qui sont vraiment les éléments qui encadrent autant l'activité partielle que le FNE formation renforcée.
Je vais aller très vite puisque on a fait longtemps que vous nous écoutez parler. Nous vous invitons à aller consulter le site d'Acto, où vous trouverez des explications sur le cadre juridique de la formation à distance. Vous trouverez des modèles de documents et des supports types. Et vous trouverez surtout une foire aux questions très complète qui reprend toutes les questions que nous avons traitées aujourd'hui et bien d'autres encore, qui sera mise à jour et actualisée au fil de l'eau. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Merci à toutes et tous. Merci. Et n'hésitez pas à contacter vos conseillers et conseillères pour vous accompagner dans le montage de vos projets. Merci, au revoir. Au revoir, Au revoir. bonne journée.